Transgenre et transsexuel, des termes que l'on entend de plus en plus et qui semblent être nouveaux dans la société. Pourtant, on retrouve des preuves historiques de son existence depuis bien longtemps. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec un personnage de premier plan de l'histoire romaine. Bienvenue dans le champ gauche de l'histoire. Héliogabale, nommé ainsi pour le dieu qu'il vénérait, était considéré par certains auteurs de l'Antiquité comme voulant être une femme. Selon certains témoignages de l'époque, Héliogabale pourrait bien être considérée comme une femme transgenre. Nous verrons pour cela deux auteurs contemporains, Cassius Dion et Hérodie. Les autres sources ici ne m'intéressent pas, car ceux-ci se basent exclusivement sur ces deux auteurs, et ne sont pas contemporains d'Héliogabale. Il n'y a pas de preuve archéologique qui a permis d'avancer des informations sur ce sujet, outre un temple érigé pour son dieu dans la cour de Rome. Mais comment, dans une société où les femmes et les minorités sexuelles avaient peu, voire aucun droit, a pu accéder au pouvoir, et pouvons-nous vraiment qualifier Héliogabale de femme transgenre? Tout d'abord, il est important de se situer géographiquement et politiquement sur l'état de l'Empire romain qui précéda son règne. Nous sommes au début du IIIe siècle de notre ère. Commode a succédé à son père, ouvrant la voie à la succession héréditaire des pouvoirs d'empereur. Commode, reconnu comme étant un mauvais empereur, fut assassiné après tout de même 12 ans de pouvoir. Il a été succédé par deux empereurs au court règne, qui ont été au pouvoir chacun un peu plus de 12 mois successivement. Les deux morts assassinés, évidemment. C'est Septime Sévère qui prendra le pouvoir et redonnant un peu de stabilité à l'Empire, malgré une guerre civile de 4 ans pour solidifier son pouvoir. Une fois au pouvoir, il se déclara le fils de Marc Aurèle et frère de Commode pour ainsi justifier son titre par son ascendance. Une de ses actions en tant qu'empereur était de donner plus de pouvoir à des non-italiens, dont des Africains et des Syriens. Syriens se rapportant ici à une partie du Proche-Orient et pas seulement aux habitants de l'actuelle Syrie. Ainsi, des Africains et des Syriens sont devenus plus riches, ce qui provoqua un contrebalancier avec les Italiens qui se faisaient de plus en plus pauvres depuis près de 2 siècles. Il meurt à Eburacum, aujourd'hui York, alors qu'il s'y trouvait pour affronter les Calédoniens. Son fils, Caracalla, lui succéda, lui qui avait été fait César par son père. César étant l'équivalent d'un dauphin, quelqu'un que l'on prépare pour le pouvoir d'Auguste, soit celui d'empereur. Comme bon nombre d'empereurs romains, Caracalla est tyrannique et sanguinaire. Il effectue des purges pour solidifier son pouvoir, ce qui provoqua beaucoup de haine à son égard. Comme le veut la tradition des mauvais empereurs, Caracalla se fait assassiner par un soldat romain à qui il avait refusé de le promouvoir centurion. Faute d'héritier, et surtout parce que le préfet du prétoire, Macrinus, soit le dirigeant de la garde impériale, qui, dit-on, aurait commandé l'assassinat, prend le pouvoir. Il tente tant bien que mal de garder le pouvoir, mais il ne se fait pas aimer et respecter, car il n'est pas passé par le Sénat et n'a pas de légitimité pour le trône. Sans compter que ses prédécesseurs ont vidé les coffres de Rome, notamment en augmentant la paye des soldats à 3000 sesterces, alors qu'elle était de 2000 avant, soit une augmentation de 50%. Lui, qui était soutenu par les soldats romains, se les mettait à dos lorsque pour tenter de rétablir les coffres de l'État, dut rétablir les payes à 2000 sesterces pour les nouvelles recrues, les anciens ayant peur que le même sort leur soit réservé. C'est sur cette période trouble, avec Macrinus au pouvoir, qu'entre en scène Héliogabale, alors connu sous le nom de Varius Avitus Bassianus, et souvent surnommé l'Assyrien. Originaire de Homs, dans l'actuelle Syrie, il est comme sa mère, grand prêtre du dieu soleil, El-Gabal, qui serait la façon locale de nommer Baal, ancien dieu phénicien. En français, Héliogabale venant du grec. On peut aussi entendre Héliogabale, venant du latin et surtout en usage en anglais. Divinité suprême de la localité, il est très apprécié des Romains sur place. Son culte est l'équivalent d'un spectacle où de jeunes danseuses, choisies pour leur beauté, dansent en son honneur au milieu des soldats. Héliogabale était lui-même reconnu pour sa beauté. Être grand prêtre de ce dieu revenait à être la personne la plus puissante de cette région. Sa famille, qui contrôlait le temple, était très appréciée des légions en place, et ce, autant des soldats que des généraux, ce qui leur valait plusieurs faveurs. Depuis sa grand-mère, qui était la belle-sœur de Septime Sévère, et tante maternelle de Caracalla, la famille vivait dans une grande richesse, la crise financière les ayant rendus plus riches. Pour accéder au trône impérial, sa mère dira de lui qu'il était l'enfant illégitime de Caracalla, lui donnant aussi droit de succession par descendance. Caracalla, qui était en fait son cousin, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le pouvoir? Avec la grande fortune de la famille, l'intelligence et les contacts de sa mère et surtout sa grand-mère, une armée fut levée pour renverser Macrinus et soutenir le nouveau successeur légitime de l'Empire. Macrinus fut défait par les armées de l'Assyrien, qui portaient maintenant le nom de Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus, francisé en César Marc Aurèle Antonin Auguste,
soulignant de cette façon son affiliation à Marc Aurèle, César et Auguste étant des titres pour souligner le fait qu'il était empereur. Il fut accepté par le Sénat en 218 de notre ère au jeune âge de 15 ans. Bien qu'il réussisse à calmer l'Empire dans un premier temps, en se mettant l'armée de son côté en leur donnant 500 drachmés, équivalent à 6 mois de salaire pour un soldat, et du fait que le Sénat le reconnaissait comme le fils de Caracalla, empereur légitime contrairement à Macrinus. Cependant, ces problèmes commencèrent bien assez tôt. Dans un premier temps, par son nouveau culte étranger qu'il imposa à Rome en faisant du dieu Heliogiabal, le dieu suprême, supérieur à Jupiter. Bien que connu dans la partie orientale de l'Empire, ce n'était pas le cas en Italie, ce qui démontrait une faiblesse des dieux romains face aux autres. Dans un deuxième temps, ce fut son comportement. Dion Cassius, contemporain de l'empereur et historien romain, rapportait que si lorsqu'il faisait la justice il se présentait en homme, il n'en était pas de même pour le reste de sa vie. Il portait des vêtements qualifiés de féminins par les Romains, bien que pour eux, les Assyriens s'habillèrent en femmes. Ironique pour des gens qui portaient la jupette. Il portait des vêtements de soie, beaucoup de colliers, il coiffait ses cheveux comme une femme de l'époque en portant des filets à cheveux, et même portait du maquillage aux yeux. On dit de lui également qu'il bougeait en dansant, que ce soit en marchant, en effectuant des sacrifices, auxquels son Dieu était très friand, lorsqu'il recevait des salutations, et même lorsqu'il faisait des discours. Également, lorsqu'il recevait des salutations, il s'inclinait, ce qui était un comportement féminin pour l'époque. Il est même raconté, par Dion Cassius, qu'une fois il tenait une grande fête pour souligner le fait qu'il avait rasé son menton. Rien de plus n'est dit sur cette fête, qualifiée de festival. On peut penser que c'était pour souligner la fin de sa masculinité. Car pour avoir des rapports entre hommes, ça être trop jugé. Un devait être assez jeune pour ne pas avoir de poils au visage. Normalement, celui qui avait le rôle passif selon les traditions sexuelles romaines. Mais outre ces traits féminins exacerbés, ce qui est le plus flagrant est celui de ses mariages. Il se maria avec 3 femmes, et même avec un homme. Il eut plusieurs amants également, surtout des hommes. Les mariages avec les femmes étaient surtout des recommandations de sa grand-mère, qui tentait tant bien que mal de mettre son petit-fils dans les bonnes voies romaines. Bien qu'un de ses mariages fût avec une grande prêtresse vestale, et donc qui devait rester célibataire et chaste jusqu'à sa mort. Cela fit scandale à l'époque. Il s'en excusa de cela au Sénat en disant qu'il était tombé dans ses vices d'homme. Il s'unira par la suite avec un homme qu'il fera César avant de rompre avec lui. Lorsqu'il, ou plutôt elle, à ce moment, se maria avec cet homme, elle demandait de se faire appeler femme, maîtresse et même impératrice par son époux. Elle avait également plusieurs amants, dans le but d'agir comme les femmes dévergondées, selon Dion Cassius. D'ailleurs, avec un de ses amants, qui un jour rentrait au palais pour retrouver Héliogabal, il dit « Monseigneur, empereur, ave », ce à quoi elle répondit « Ne m'appelle pas Seigneur, puisque je suis une dame ». Il est même dit d'elle qu'elle allait dans les bordels pour prendre la place des courtisanes qu'elle chassait. Elle aurait même fait installer une pièce pour cela dans le palais impérial, où des personnes étaient payées pour tomber sous son charme. Elle agissait en femme dans les rapports sexuels, à comprendre le rôle passif. Une autre chose qui est avancée par Cassius Dion était qu'elle offrait une grande somme d'argent aux médecins de l'époque à qui seraient capables de lui créer un organe féminin sur elle-même. Outre les écrits de Dion Cassius qui nous sont parvenus sur Héliogabal, furent également ceux d'Hérodien, également un contemporain originaire de la Syrie. Il était donc plus connaissant des pratiques de ce lieu et donc des comportements d'Héliogabal. Il est plus silencieux sur certains comportements, comme son mariage avec un homme et ses amants, ou même ses comportements de courtisane, car peut-être exagérés ou simplement faux. Hérodien raconte néanmoins que sa grand-mère a tenté de le convaincre de ne pas porter les accoutrements assyriens en se rendant à Rome et porter des vêtements romains, car cela pourrait offenser des Romains qui verraient ces habillements comme barbares et dignes seulement pour une femme. Mais il voulait tester et habituer les Romains à une telle vue, et n'écouta pas les conseils de sa grand-mère. Il indique également, comme Dion Cassius, qu'il se maquillait et qu'il avait tendance à danser et pratiquer des orgies saintes. Non, ceci n'est pas un oxymore, c'est la façon dont le culte fonctionnait, du moins sous Héliogabal. Il est toutefois noté, chez Hérodien comme chez Dion Cassius, que ses comportements outraient de plus en plus la garde prétorienne, qui voulait l'enlever du pouvoir, ce que sa grand-mère se rendit bien compte lorsqu'elle lui demanda de prendre son autre petit-fils, Alexandre, cousin d'Héliogabal, comme César. Il tenta aussi bien que mal de l'élever comme un fils, malgré qu'il avait 16 ans et Alexandre 12. Il voulait l'élever pour qu'il lui ressemble, dansant et participant aux orgies saintes, mais leur grand-mère, qui était contre cette éducation et qui ne voulait pas reproduire l'erreur d'Héliogabal, amena des professeurs de tout horizon pour qu'ils soient éduqués selon la tradition grecque et romaine, ce qu'Héliogabal voyait comme une corruption d'Alexandre, car pour lui, cela était une éducation d'homme et non digne d'un être divin.
Le Sénat et la garde prétorienne virent à Alexandre un successeur légitime, surtout qu'encore une fois, il fut acheté par la grand-mère pour soutenir Alexandre. Héliogabale fut ainsi tué par la garde. Il a tenté de se cacher dans un coffre, mais il a été décapité et son corps lancé dans le Tibre, comme celui de sa mère, ce qui mit fin à son règne et lui donna maintenant le nom de Tibérie. Avec ces deux sources d'informations, il est difficile de savoir si réellement Héliogabale se considérait comme une femme. Cassius Dion semble dire que oui, et Hérodien est silencieux sur le sujet. Par contre, je n'ai pas établi qui étaient ces deux historiens, qui à ce moment-ci, je trouve bien important de faire, pour ainsi départager les dires de l'un et de l'autre. Ainsi, Cassius Dion a été un homme romain de grande envergure à son époque. Dans les hautes sphères romaines depuis Septime Sévère, il était un sénateur ainsi qu'un gouverneur. Il était donc un homme de lettres qui écrivait en langue grecque, langue du savoir à cette époque. Il n'avait, à ce que l'on sait, et selon ses dires, aucune charge durant le règne d'Héliogabale et Macrinius. On peut donc penser qu'il était proche de Rome, où il y avait une demeure. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il commença à rédiger ses livres d'histoire. Il aurait donc été aux premières loges de l'ascension du jeune Assyrien, qu'il nomme le faux Antonin, Antonin se remportant ici à Caracalla. On sait par lui qu'il semblait bien renseigné sur ce personnage, car au moment où Alexandre succède à Héliogabale, il reprend du service en étant nommé gouverneur d'Afrique, et il avoue à ce moment moins à savoir sur Alexandre pour cette raison. On peut donc assumer qu'il s'agit d'une source assez fiable. Quant à Hérodien, peu de choses est connu de lui, sinon qu'il était originaire d'Asie mineure. Il utilisait également le grec et aurait écrit l'histoire beaucoup plus tard que Dion, dans les années 250 de notre ère, soit plus de 25 ans après les événements se soient produits. Il indique dans un de ses livres qu'il écrit l'histoire de ce qu'il avait lui-même vécu, connu et entendu. Il ajoute également qu'il narre l'histoire seulement les faits qu'il juge les plus importants et concluants. De cette façon, plusieurs choses qu'il sait peuvent avoir été ignorées au profit d'éléments essentiels de l'histoire, d'où les faits plus concis sur Héliogabale. Ainsi, on ne peut avec certitude dire qu'Héliogabale était une femme transgenre, car malgré les affirmations assez claires de Cassius Dion à cet égard, il y a seulement lui pour avancer ses propos. On ne les retrouve pas chez Hérodien, qui pour lui ne semble voir qu'un Syrien. Ou jugeait-il ces faits comme non importants ou concluait sur la carrière d'Héliogabale? Nous l'ignorons. Cependant, pour que Cassius Dion avance de tels propos, cela semble signaler que ceci pouvait être un écho qu'on retrouvait dans la population romaine, et avoir d'autres personnes avec ce comportement, d'une façon sûrement moins excentrique que l'empereur. Malheureusement, étant donné que plus de 95% des sources romaines ne nous sont pas parvenues, on ne peut avancer une telle chose avec certitude. Bon nombre de rumeurs ont peut-être amplifié ce qui a été reporté sur Héliogabale pour la faire paraître plus fou ou folle qu'elle ou elle était, surtout à la suite de mauvaises politiques qui n'aida pas la crise que secoua l'Empire romain depuis Caracalla et qui durera encore 50 ans après sa mort. Cependant, si ces traits sont exagérés, elle n'en demeure probablement un fond de vérité, car la façon dont cela est reporté par Cassius Dion ne semble pas être quelque chose qui sortant de l'ordinaire romain. Il est rapporté un fait similaire sur Néron, surtout que la fin du règne d'Héliogabale est surtout due à de mauvaises politiques plus que son comportement outrageux, selon les autres ouvrages qui font état de son règne. Il aurait marié son dieu à une noble femme demandant des cadeaux de dot, et il aurait même érigé une statue en or de lui-même avec plus d'ornements que les autres statues qui représenteraient un empereur. Ainsi, peut-être que c'est seulement l'homosexualité d'Héliogabale qui fut la raison d'un salissage. Pourtant, on compte d'autres dirigeants romains qui étaient également homosexuels, voire même bisexuels, notamment Jules César et Néron. Aucun d'eux n'a subi le même traitement. Ce dernier, lors d'un mariage avec un homme, aurait même pris le rôle de la mariée et portait un voile de mariée, selon Dion Cassius. Il faut cependant dire que ni l'un ni l'autre des historiens cités ici n'ont rencontré ou même côtoyé Héliogabale, quoique peut-être dans le cas de Dion Cassius. Ils sont seulement des oui-dire entendus. Le téléphone arabe a pu jouer pour beaucoup, donc tout cela reste sujet de débat. Alors, selon vous, est-ce que Dion Cassius avançait quelque chose de vrai? Est-ce que Héliogabale était une femme transgenre? Merci pour votre écoute et l'on se retrouve dans les commentaires.